La force est plus importante que la sympathie, la force est plus importante que la gentillesse. La gentillesse sans force n'est qu'une faiblesse totale. Les faibles sont généralement gentils. Vous ne verrez jamais un faible, prétentieux, courageux, sûr de lui. Ça n'existe pas. Les faibles sont pleurnichards, demandeurs, froussards, peureux. C'est ça la réalité. Alors, on va aller très rapidement. On va voir ce qui se passe en Afrique. C'est très important. Pour ceux qui sont ici, merci infiniment d'être là. C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on échange. Un cargo russe a atterri en Afrique du Sud. De force, pourquoi? Parce qu'il y a des inquiétudes diplomatiques entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Donc, un cargo qui a été sanctionné par les États-Unis d'Amérique a atterri à Appington en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud n'a-t-elle plus peur des États-Unis d'Amérique? On va le découvrir tout de suite. Libération des activistes noirs détenus par Israël. Oui, Israël a détenu à peu près 6 activistes africains, parmi lesquels le petit-fils de Nelson Mandela. Étiez-vous au courant par rapport à ça? Alors, ils ont été libérés, faute de quoi? Une pression émergente incroyable qui a été appliquée sur Israël. On va découvrir pourquoi. La force est plus importante que la sympathie. Ensuite, on va partir au Bénin, au Cameroun, où il y a un renforcement de liens sécuritaires entre le deux pays et les États-Unis d'Amérique. Renforcement de liens sécuritaires, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique vont emmener des militaires au Bénin, au Cameroun. Est-ce nécessaire au moment où les pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger et autres sont en train de se libérer de toute présence étrangère? Est-ce une trahison pour la cause africaine ou pas? On va le découvrir tout de suite. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. Il ne s'agit pas seulement des géopolitiques, il s'agit de leçons de vie. C'est très important, à travers lesquelles on voit quelques ascensions géopolitiques. Alors, controverse autour d'un cargo russe atterrissant en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, le cargo russe a été sanctionné par les États-Unis d'Amérique suite à la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine. Une guerre qui a été justifiée par Poutine selon ses mœurs et ses droits. Alors, les États-Unis d'Amérique ont sanctionné ce cargo, disant ce cargo ne peut pas atterrir nulle part, en tout cas à part la Russie. Vous savez, généralement, quand les États-Unis sanctionnent ou placent des embargos sur un pays, généralement tout le monde obéit. Au fait, les États-Unis d'Amérique, c'est un peu comme le grand garçon à l'école primaire. Plus grand que tout le monde, en tout cas, 4 ans de plus, qui généralement dit à tout le monde à qui il faut parler, à qui il faut pas parler du tout. C'est-à-dire, quelquefois, il dit, personne n'adresse la parole à John. Si qui que ce soit ose le faire, il aura des sérieux problèmes avec ce monsieur grand. Moi, je m'en souviens, j'en ai vécu de ma vie. Un garçon qu'on appelait Junior. Junior menaçait tout le monde. Junior était venu d'ailleurs, d'une autre province, et arrivé là où on était, il a voulu, en tout cas, dominer totalement. Il intimidait tout le monde, il faisait le gros bras et tout le bazar. Même quand vous êtes fort, il faut pas chercher des problèmes avec tout le monde. Parce que quand vous en avez avec tout le monde à un moment donné, en fin de compte, vous devenez l'ennemi de tout le monde. Et s'ils sont assez braves, ou si une seule personne parmi elles est assez courageuse pour vous confronter, le reste du monde sera derrière elle. Et c'est exactement ce qui s'était passé avec ce Junior. Il y avait un jeune garçon au nom de Capi, dont j'oublierai jamais. Il s'est levé un jour, il a dit aujourd'hui Junior, c'est fini. Tout le monde était en train d'acclamer Capi, Capi, Capi. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on en avait marre. Dans le cas des États-Unis d'Amérique, dans ce cas, quand les États-Unis sanctionnent ou placent des embargos sur un pays, aucun pays qui veut, en tout cas, avoir des relations saines avec les États-Unis oserait discuter ou faire des échanges avec ce pays. Dans ce cas, la Russie n'est pas un petit pays, c'est un pays fort. Il y a eu des embargos contre cet avion, mais l'Afrique du Sud a accepté l'atterrissage de cet avion à Appington. Voilà Appington sur la carte. On ne sait pas dans quel cadre, on ne sait pas si l'avion avait des difficultés, avait besoin de ravitaillement ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, ils ont justifié ça. Le ministère des Transports sud-africain a défendu cet atterrissage, affirmant qu'aucune base juridique ne permettait de refuser le permis selon les lois aériennes en vigueur. C'est-à-dire, c'est notre pays, il n'y a aucune loi qui nous interdit d'accepter quoi que ce soit. C'est aussi ça la force. Est-ce que le Bénin peut faire ça? Le Togo peut faire ça? Le Cameroun? Le Gabon? Le Ghana? Le Ghana récemment a accepté des réfugiés américains, des refoulés par Trump. Pourquoi? Parce que le Ghana avait peur que les États-Unis bloquent accès au visa. Vous voyez un peu un pays qui se respecte, qui dit non, on doit faire plaisir aux Américains pour pas que l'on ne refuse des visas aux États-Unis. Je sais pas comment il faut se sentir dans cette équipe. Et maintenant, on va dans le pays qu'on ne cite pas. Et voilà, la libération des activistes noirs détenus par Israël. Très intéressant comme situation. Il y a quelques jours, on en a parlé. 6 activistes africains étaient arrêtés pendant qu'ils partaient vers Gaza. Qu'est-ce qui s'était passé? En fait, il y avait 41 bateaux, navires si vous préférez, réunis, qui ont amassé de la nourriture, des médicaments, des habits et tout le bazar dans l'obligation d'aller aider les humains à Gaza. Pourquoi? Parce qu'il y a blocus par Israël, interdisant tout accès et toute aide à ces personnages qui vivent à Gaza. Pendant que c'est arrivé, pendant que les bateaux partaient, la force navale israélienne est partie en cavale et a emporté ces personnes comme prisonniers. Donc parmi eux, 6 activistes africains, dont Mandela, cette personne ici, Mandela, c'est le petit-fils de Nelson Mandela. Ils ont tous été arrêtés par les forces israéliennes alors qu'ils tentaient d'acheminer à l'aide humanitaire vers Gaza. Ils sont désormais arrivés sains et saufs. Et on se pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Nous savons que Israël n'écoute personne, à part Israël. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Il y a quelques jours, le président sud
sud-africain, Cyril Ramaphosa a appliqué de la pression, demandant la libération des Africains qui partaient dans une forme humanitaire pour aider d'autres Africains. C'est inacceptable de les arrêter. Israël a libéré parce que voilà, pour plusieurs raisons. Quelles sont les raisons d'après vous? Pourquoi vous pensez qu'Israël a libéré? Il y a eu une forte pression diplomatique venant de l'Afrique du Sud principalement. Et aussi, il faut comprendre que le nom est très important dans la vie. Le nom est très important dans la vie. Quelquefois, on peut se retrouver dans une situation de difficulté et on est sauvé parce qu'il y a quelqu'un parmi qui a un nom. Ce n'est pas facilement qu'on prend le fils d'un Nelson Mandela et on le fait disparaître. C'est pas facile. Nelson Mandela, c'est autant on peut dire que voilà, c'est une personne qui n'a pas combattu pour la cause noire dans toutes ses profondeurs. C'est quand même voilà, Nelson Mandela, figure emblématique. Vous prenez le petit-fils de Nelson Mandela, c'est un problème diplomatique international, ce qui ne se limite pas seulement contre l'Afrique du Sud, mais aussi le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient la loi, c'est la loi, peu importe ce que c'est le fils de Mandela ou pas, il doit respecter la loi et tout le bazar. Mais bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont apporté à manger, ils n'étaient pas armés. Portant sur le jet machin, sur les gens de Gaza, en tout cas pas de bon choix de le garder en prison pendant très longtemps. Et aussi, il faut savoir que l'Afrique du Sud est un pays qui héberge beaucoup des Juifs, ok? Et ils ont pour intérêt, en tout cas, de chercher à ne pas croiser le fer à ce degré-là. Et maintenant, nous partons au Bénin, au Cameroun. C'est le Bénin sur la carte. Et ça, c'est le Cameroun sur la carte. Le Bénin et le Cameroun viennent de renforcer leurs liens sécuritaires avec les États-Unis d'Amérique. Au moment où le Niger et le Tchad, d'ailleurs, ont demandé aux Américains de quitter, le Bénin et le Cameroun disent « Venez ici, venez chez nous ». Le général Davguid Anderson, chef du commandement africain de l'Africom, a visité le Bénin et le Cameroun pour renforcer ce partenariat en matière de lutte contre le terreau. Il faudrait une raison pour justifier sa présence, puisqu'on dit que dans le Sahel, il y a beaucoup trop de terreau. Il faudrait ce serait préférable de recevoir de l'aide venant des États-Unis d'Amérique. Pendant qu'il y a d'autres pays qui disent que ce sont les Occidentaux qui ont créé ce problème pour justifier leur présence, eh ben, nous avons le Bénin et le Cameroun qui s'associent maintenant aux Américains. Question de... Vous vous souvenez de ça? C'était une frustration d'un sénateur américain. La détérioration des conditions dans le pays africain du Niger. Et cela suscite l'inquiétude des membres du service et des contractuels, dont plus d'1 millier sont actuellement, en pratique, retenus en otage au Niger. Ils sont utilisés comme des pions lors d'une négociation qui a laissé l'Amérique à la merci de criminels et de voyous du tiers-monde. Alors que nos troupes cherchent des médicaments, de l'eau potable et des rotations de personnel, comment en sommes-nous arrivés là? Avec plus de 100 Américains actuellement en danger au Niger. Eh bien, tout a commencé en mars 2023. Le secrétaire d'État Anthony Blinken s'est rendu au Niger et a proclamé que c'était un modèle de résilience, une plateforme pour une grande démocratie. C'est là que l'Amérique devait mettre en œuvre sa stratégie pour l'Afrique. 1 an plus tard, presque jour pour jour, il y a eu un coup d'État au Niger. Et devinez qui a renversé le gouvernement que nous avions qualifié de grand modèle de résilience. Des personnes que nous avons formé les chefs du coup d'État pour qu'ils renversent le gouvernement démocratiquement élu du Niger. Et je sais que cela va vous surprendre, mais après cela, ils disent qu'ils veulent que nos bases dans lesquelles les contribuables américains ont investi plus d'1 milliard de dollars disparaissent. Ils veulent que nos militaires partent. Et donc je suis venu ici après avoir entendu certains de mes administrés qui étaient stationnés au Niger. Et après le renversement du gouvernement, il n'y avait plus de vol de ravitaillement. Ils ont dit « Monsieur le député, nous serons à court de médicaments en mai si nous ne réglons pas ce problème. » 3 jours après que j'ai déposé la première partie du rapport que je complète aujourd'hui, l'administration Biden a annoncé que nous allions quitter le Niger. Un signe encourageant, j'en suis sûr, mais le départ n'a en réalité pas eu lieu. Nous avons des personnes qui en sont maintenant à plus de 200 jours sur une rotation de 180 jours. Et tandis que les négociations concernant le repli et le retrait sont en cours, le gouvernement du Niger utilise le bien-être et la santé de nos militaires comme levier pour obtenir ce qu'il veut de notre gouvernement. Nos troupes ne reçoivent pas de médicaments contre le paludisme, contre le cholestérol, pour leur tension artérielle, ni pour des maladies chroniques. Et j'ai reçu des lettres des épouses, des pères, des personnes qui sont actuellement au Niger. Ils disent « Nous savons que nos proches se font extorquer par les gouvernements locaux lorsqu'ils essaient de partir des centaines de dollars juste pour faire passer un sac à l'aéroport. Nous savons que les Russes sont derrière les barrières. Un vrai président des États-Unis dirait que des C-130 sont en route aujourd'hui vers le Niger avec l'eau, les médicaments et la nourriture dont les archers ont besoin, escortés par des pilotes de chasse jusqu'à destination.
Et si le gouvernement du Niger ou tout autre tyran du tiers-monde essaie ne serait-ce que d'allumer ces systèmes de défense aérienne, nous devrions montrer à ces dirigeants et à ces voyous à quoi ressemble le ciblage de leurs maisons et de leurs proches, car il ne devrait pas y avoir d'Américains qui souffrent simplement parce que le président Biden et Blinken sont tellement embarrassés par l'échec de leur stratégie en Afrique qu'ils sont prêts à laisser la situation des Américains se détériorer. Après le rejet des Américains au Niger, après le gouvernement de Tiani, à son entrée, a demandé le départ des Français, ensuite celui des Américains. Ils n'étaient pas tout à fait contents. En fin de compte, ils se disaient, bon, les petits Noirs, ils vont chasser les Français peut-être, mais nous, on ne chasse pas. Nous sommes les Américains, en fin de compte. Ils ont été chassés. Il a dit, si c'était lui, s'il y avait un vrai président, à l'époque c'était Biden évidemment, s'il y avait un vrai président, on aurait envoyé des avions pour aller bombarder où le Niger, un pays indépendant, c'est ça. Bon, regardez la distance entre le Niger et le Bénin. Maintenant, je pense qu'on peut comprendre tout à fait pourquoi il y a des petits chichis entre les deux pays. Le Niger qui a accusé les Bénins à plusieurs reprises d'héberger des gens qui sont contre leur situation, c'est-à-dire les militaires français qui seraient en train d'entraîner des terroristes pour déstabiliser le Niger. Est-ce une vérité pour l'interrogation? Que dirait le monde par rapport à ce nouveau contrat qui s'assure entre le Bénin et les États-Unis? Alors, quels sont les objectifs de cet accord? Et sécurité frontalier. Le Bénin partage des frontières poreuses avec le Burkina Faso, le Niger, 2 foyers d'activité djihadistes évidemment. Le Bénin trouve qu'il serait important d'avoir les Américains avec eux. Question de pouvoir combattre contre les djihadistes. Influence diplomatique, le Bénin va être vu d'un œil positif des États-Unis d'Amérique. C'est clair et évident. Donc, tout le monde essaie de faire plaisir à Trump. Ça, c'est clair. Tout le monde. Le président gabonais était là-bas, le président ghanéen, le président béninois maintenant fait ce qu'il a à faire. Le Ghana, d'ailleurs, récemment, comme je l'ai dit précédemment, a accepté des réfugiés américains pour faire plaisir à M. Trump. Le président ougandais a accepté de prendre des réfugiés pour se positionner favorablement vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. La force est très importante. Des fois, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui va vraiment se passer avec les... On ne sait pas trop. Donc, le Bénin reçoit aussi le soutien, dans un programme exclusif de DHAPP. DHAPP, c'est un programme pour la prévention du sida. C'est un programme spécial où on donne des médicaments aux militaires. Les États-Unis d'Amérique donnent des médicaments aux militaires africains dans un programme appelé DHAPP. C'est très similaire au programme PEPFAR qui existait dans le passé, à travers lequel on aidait beaucoup de civils à combattre la maladie. Maintenant, ce programme de DHAPP est un programme exclusif pour les militaires. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fournit? On fait des tests et on donne des conseils pour le VIH. On donne des thérapies antirétrovirales, c'est-à-dire des médicaments gratos. On donne une éducation par le pair et réduction des stigmatisations. Donc, une formation sur comment ne pas contracter, machin histoire. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles le Bénin... Donc, le DHAPP est un programme qui est disponible dans 80 pays dans le monde. Voilà encore une fois pour laquelle on dit qu'il faut être indépendant et fort. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Toujours, qu'on le veuille ou pas. Quand vous recevez, on vous exige des choses. Et si le Bénin disait non à cet accord, le Bénin n'a pas les capacités. Ou le Cameroun, enfin au Cameroun, il y a un président qui a 92 ans. Évidemment, il doit tout faire pour, si c'est pas lui en tout cas, ceux qui sont au-dessus de lui, pour garder cette position favorable aux États-Unis d'Amérique. Sinon, on va l'appeler dictateur. Donc, c'est un peu ça. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Partons du début, qui est évidemment une histoire fragilisante. Un cargo russe atterrit en Afrique du Sud, un cargo sous embargo américain atterrit quand même en Afrique du Sud, et le ministère de Transport qui dit « Nous avons le droit d'accepter qui on veut ». Quel pays a fait? Regardez, il faut s'associer aux forts dans la vie, au moins aux contre-forts. Il ne faut pas être parmi les faiblards, et des faiblards lâches qui ont peur de faire la guerre, peur de se battre. C'est triste. Israël a libéré les Noirs, il a libéré les Africains qui étaient détenus pendant un temps. Parmi eux, il y avait le petit-fils de Nelson Mandela, la force, encore une fois une leçon très intéressante. Faire un nom, en tout cas, il y a plusieurs façons de le faire. C'est pas seulement question de faire de l'argent pour avoir un nom. Il y a aussi l'honnêteté qui joue un rôle très important. J'ai été à quelques reprises sauvé par le nom de mon père parce que c'est un homme honnête, c'est un homme bon. Le Bénin et le Cameroun ouvrent la porte. Donc la fraternité, comme on l'apprend ici, ce n'est pas seulement une question de couleur de peau. La fraternité, c'est beaucoup de choses. Le Niger a accusé le Bénin à plusieurs reprises, à tort ou à raison, d'héberger ses ennemis. Est-ce une vérité ou pas? Pour l'interrogation, le Bénin a rejeté ces accusations. La leçon est très simple. L'ami, le frère, ce n'est pas nécessairement le voisin. Attention. D'ailleurs, ces pays ont été découpés comme ça par des Blancs. Vos histoires de pays. Moi, je ne suis pas de vos histoires de vos pays. Je ne suis pas là. Je suis plus grand qu'un pays. Je suis l'Afrique. Je suis plus grand qu'un pays. Le pays a été déclenché, formé par les Blancs. Avant les Blancs, leur arrivée, il n'y avait pas de pays. God bless.